Peut-on imaginer que bientôt les entretiens de personnalité à l'embauche soient remplacés par des tests d'électroencéphalographie intracrânienne? Pouvez-vous imaginer un supermarché qui, par prélèvement d'informations neuronales à l'instant même où vous y entrez pour faire vos courses, connaisse d'ores et déjà vos intentions d'achat et décide en conséquence de modifier ses offres commerciales, voire ses prix? Verriez-vous une difficulté enfin que toutes vos actions futures, vos intentions de vote, comme vos choix de vacances, soient connues de vos interlocuteurs avant même que vous ayez réfléchi au problème, et ce grâce à des systèmes d'imagerie par résonance magnétique fonctionnels? Ce petit monde est celui que nous promet, entre autres applications, le développement de la connaissance de plus en plus perfectionnée de nos mécanismes cellulaires et cérébraux. D'où le développement de notions comme la neuroconsommation, le neurotraining, la neuropolitique ou encore le neuromanagement, expression qu'il va falloir en gestion s'habituer à entendre de plus en plus tant la compréhension que nous avons des comportements organisationnels sera bientôt fortement impactée par ces nouvelles connaissances accumulées par les neurosciences. Avec les neurosciences, le savoir scientifique contemporain tient là sans doute l'un de ses sujets les plus novateurs et fascinants. Ces développements permettent d'instruire, mieux que nous n'avons pu le faire dans le passé, où ces techniques n'existaient pas, les soubassements neuronaux des décisions que nous prenons comme du poids respectif de la liberté et du déterminisme dans les intentions qui guident nos actions. C'est pourquoi la recherche en management se montre très ouverte à ces apports. Elles permettent de mettre en évidence les instincts dans la prise de décision et minorent ainsi, soit dit en passant, le mythe d'un manager strictement rationnel et volontaire. Elle propose aussi, grâce à des exercices de neurofeedback, de mieux comprendre les motivations et les ressorts psychologiques profonds des entrepreneurs. Les laboratoires en neuroimagerie cognitive donnent enfin l'occasion d'enrichir le management à l'aide d'outils d'analyse dont nous ne disposions pas jusque-là pour comprendre les mouvements inconscients que nous mettons en œuvre dans tout processus collaboratif et tout engagement social. Faut-il s'inquiéter de ces développements qui permettent finalement de prédire les réactions d'un individu aussi bien que ses faiblesses, ses penchants et ses goûts? Bref, entre neurofanatisme ou neuroscepticisme, que choisir? Pour rassurer un tant soit peu les neurosceptiques, il faut noter que l'éthique des neurosciences elle-même est un domaine qui n'est pas négligé par les neuroscientifiques, qui s'interrogent sur la portée de leurs découvertes et les risques qu'elles induisent quant au respect notamment de la conscience individuelle de chacun. Les neuromarketeurs aussi sont concernés par ces questions. Aux États-Unis, il existe par exemple un code d'éthique qui stipule des règles de transparence et de respect des personnes dont on peut espérer qu'il soit lui-même respecté. En revanche, est-on certain de ne pas demander aux neurosciences plus qu'elles ne pourront jamais offrir? Les imageries ne permettront jamais de voir plus dans le baiser des amants qu'un bombardement de particules microphysiques, ainsi que le note dans une image d'une autre nature le phénoménologue Michel Henry. Il y a tout lieu de penser en effet que la réalité affective et profonde des êtres humains échappera toujours à ceux qui résument l'individu à un ensemble de neurones et de gènes pris dans une architecture phylogénétique. En management, comme en sciences cognitives, gardons-nous donc des discours, quels qu'ils soient, qui voudraient réduire la réalité humaine à son seul élément biologique.